Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média. Que vous nous regardiez sur YouTube, sur notre canal 165 de la Freebox, sur Molotov ou sur le mediatv.fr. Soutenez la riposte du média, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, rendez-vous sur le site internet campagne.lemediatv.fr. 5 jours de bombardements et d'escalade des tensions entre Israël et l'Iran, commencé vendredi dernier par Israël, qui a mené une série sans précédent de bombardements aériens sur Téhéran, des frappes qualifiées de préventives et visant officiellement des installations nucléaires et militaires iraniennes, mais en réalité visant également des infrastructures et faisant des centaines de victimes civiles. Une violente attaque menée ouvertement et qui fait partie d'une opération militaire assumée par Benjamin Netanyahou. Nous sommes en passe d'atteindre nos deux objectifs, éliminer la menace nucléaire et celle des missiles. Lorsque nous contrôlons le ciel de Téhéran, nous frappons les cibles du régime. Nous disons aux résidents de Téhéran, évacuez vous-même. Nous sommes sur le chemin de la victoire. Et évidemment, la riposte iranienne ne s'est pas fait attendre et Téhéran a lancé plusieurs salves de missiles contre Israël. Des explosions ont retenti ce mardi matin à Tel Aviv et Jérusalem après de nouveaux tirs de missiles survenus au moment où le président américain Donald Trump quittait précipitamment le G7 après avoir conseillé aux habitants de Téhéran d'évacuer immédiatement, je le cite, « Faut-il craindre le pire ?» à l'heure où le Pakistan et la Chine notamment ont adressé leur soutien à l'Iran, à l'heure où les dirigeants occidentaux martèlent le droit d'Israël à se défendre en faisant fi du fait qu'Israël a frappé en premier. Jusqu'où ira cette guerre? Nous poserons la question à Bélir Nabli pour cette émission hebdomadaire avec lui sur le Média. Bélir Nabli, professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont L'État, droit et politique aux éditions Armand Collin et Relations internationales aux éditions Pédone. C'est parti pour Au cœur de l'actu. Bonsoir Bélir. Bonsoir Fabrice. Alors je le disais, Israël et l'Iran ont continué à échanger des tirs de missiles et des menaces guerrières aussi pour le 5e jour consécutif. Les tensions entre ces deux pays ne sont pas nouvelles, on le sait, hein, mais comment expliques-tu qu'Israël ait décidé d'envenimer les choses vendredi dernier ? J'ai l'impression que c'est un sens de l'opportunisme qui a prévalu, tout simplement. Il y avait une fenêtre de tir d'un point de vue israélien pour finalement régler un vieux contentieux, un vieux différend sur fondamentalement deux choses. Premièrement, le leadership régional et deuxièmement, ce qui est perçu comme une menace existentielle pour Israël, à savoir le régime des mollahs en Iran. Donc, depuis le 7 octobre, du côté israélien, il y a cette idée suivant laquelle, finalement, derrière la question palestinienne, il y a également la question d'un nouvel ordre ou l'enjeu d'un nouvel ordre régional. Et c'est ce qui se dessine depuis lors. C'est-à-dire que les différentes frappes qui ont visé à la fois le Liban, la Syrie et désormais l'Iran, il y a cette volonté de redessiner l'ordre régional avec, en filigrane, une hégémonie israélienne assumée, avec le soutien américain. Et d'ailleurs, Israël a clairement déclaré qu'il souhaitait, du moins le gouvernement israélien, qu'il souhaitait éliminer le guide suprême iranien Ali Khamenei. On sent qu'il y a une volonté d'écraser le régime iranien de la part de Tel Aviv. Alors cet aspect est intéressant parce que, en fait, il nourrit le débat sur quels sont, à nouveau, les objectifs de guerre. C'est une question qui nous avait et qui continue à nous tarauder autour de l'opération israélienne à Gaza. Et finalement, on a bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une opération militaire, mais d'une opération finalement d'éradication d'une population. Là, la question se pose avec d'autant plus d'acuité que la menace stratégique
elle est identifiée. Il y a une volonté, même si elle n'est pas assumée officiellement du côté iranien, une volonté de s'ériger côté iranien au rang des puissances nucléaires, d'une manière ou d'une autre. Et on peut le comprendre rationnellement, eu égard également à une volonté de puissance côté iranien. Sur fond de discours vindicatifs, agressifs, voire belliqueux à l'égard d'Israël depuis la révolution islamique. Donc ça, il faut être objectif, il faut le reconnaître. Les discours existent, ils sont univoques. Et en même temps, la volonté de puissance, elle est aussi partagée par Israël, qui veut imposer son leadership et son hégémonie sur une région qui est redessinée depuis le 7 octobre, notamment grâce au blanc-seing que lui a délivré les deux administrations américaines qui se sont succédées, et avec pas seulement une forme de passivité, parce qu'il ne faut pas être naïf, derrière espèce de volonté de ne pas apparaître comme un acteur premier de l'opération israélienne en Iran, les Américains sont directement impliqués. Bien sûr. Ils sont directement impliqués diplomatiquement, mais aussi militairement. On verra, par contre, jusqu'où ils iront. Est-ce qu'ils vont s'engager de facto dans cette guerre? Et là, il y aurait véritablement, au-delà du Moyen-Orient, une volonté côté américain de basculer dans autre chose, dans une autre dimension, qui est celle d'imposer sa marque pour le siècle, imposer son primat, son leadership face aux Chinois et aux Russes, notamment, eu égard à leur velléité, à ces puissances non occidentales, de concurrencer la puissance états-unienne. Donc il y a un véritable suspense autour de cet aspect, d'autant plus que, comme tu le sais, le parcours politique, en tous les cas les deux mandats et campagne présidentielle comprise côté Trump, ont été marqués par un discours plutôt isolationniste, une volonté de se départir du rôle de gendarme du monde en général et du gendarme du Moyen-Orient en particulier. Or là, on n'est pas loin de basculer vers, ou de connaître en tous les cas, un retournement de la posture traditionnelle de Trump, dans la mesure où il n'arrête pas d'envoyer des signaux tendant à manifester sa volonté de s'engager directement, d'engager les forces américaines dans cette guerre. Israël affirme avoir frappé l'Iran pour stopper une menace nucléaire imminente. Mais est-ce qu'en fait, il ne s'agit pas là d'une manœuvre politicienne pour détourner l'attention du génocide qui se passe à Gaza et qui commençait, on l'a vu, à susciter énormément de réactions internationales. D'ailleurs, une conférence à l'ONU sur la reconnaissance de l'État de Palestine aurait dû avoir lieu. Elle devait se tenir le 20 juin à New York. Elle a été reportée. Est-ce que cette stratégie d'attirer les regards sur l'Iran, ce n'est pas aussi une façon de dire circuler, il n'y a rien à voir à Gaza? Alors incontestablement, l'opération joue en faveur d'Israël et contre les Palestiniens à nouveau, dans la mesure où ils sont marginalisés par rapport aux enjeux géopolitiques qui sont mobilisés par cette guerre. C'est une manière aussi de souligner que la France elle-même est une victime diplomatique collatérale de cette opération, dans la mesure où la conférence devait marquer son retour sur la scène internationale sur un dossier aussi épineux, aussi délicat, avec peut-être en plus un acte fort qui aurait été celui de la reconnaissance de l'État de Palestine. En bouleversant l'ordre des priorités stratégiques dans la région, Benyamin Netanyahou a neutralisé l'intérêt d'une telle conférence qui aurait sonné comme en déphasage. Camouflé aussi pour lui et son gouvernement. Oui, mais il semble s'en accommoder parfaitement, puisque soir même du lancement de la guerre ou de l'agression israélienne contre l'Iran, il a manifesté son soutien inconditionnel et le fait que la France était aux côtés d'Israël. Alors, de ce point de vue-là, il y a quand même deux choses à rappeler qui sont historiquement importantes. Premièrement, il y a la bataille du narratif. Et c'est vrai qu'un citoyen honnête, s'il devait se fier simplement à la manière dont les médias mainstream relatent finalement cette séquence, eh bien même ce qui semble clair et évident est troublé. Je veux dire par là que, de facto, la guerre a été déclenchée par un acte d'agression
militaire israélien contre un État souverain qui est l'Iran. Et malgré cela, côté israélien comme, j'allais dire, côté de la classe politico-médiatique franco-française, il y a la thèse d'une légitime défense exercée par Israël. Du point de vue du droit international, c'est plus que contestable. On n'est pas loin du surréalisme, même si c'est un registre qui relève de la poésie. Mais là, on est vraiment pas loin du surréalisme dans la mesure où, premièrement, la guerre préventive qui est invoquée par Israël, mais aussi par ses alliés, pour justifier la guerre, et donc pour justifier l'acte d'agression, n'est pas reconnue comme une catégorie pertinente et justifiant une agression contre un autre État, premièrement. Et deuxièmement, une agression, par définition, est un crime international. Si je l'ai fait par ailleurs, mais on pourrait rappeler également que c'est un argument qu'a mobilisé, que continue de mobiliser Vladimir Poutine pour justifier sa propre agression contre l'Ukraine, puisque finalement, il a justifié cette opération par la volonté, finalement, de prévenir une menace et un risque d'agression ukrainien. La menace que comportait aussi l'OTAN à ses frontières. Oui. L'agression justifiée par simplement le positionnement militaire éventuel de voisins. Oui, et donc on voit bien que derrière le concept de guerre préventive, qui n'est pas consacré en tant que tel par le droit international, il y a... Et pourquoi il ne l'est pas? Pourquoi ce n'est pas reconnu et consacré? Parce que ça serait ouvrir les vannes d'une guerre permanente et de la loi du plus fort. Parce que à chaque fois qu'une puissance se conçoit, se perçoit comme dans un rapport de force favorable, elle pourrait mobiliser cet argument de la guerre préventive pour déclencher précisément les hostilités contre un voisin gênant et lui régler son compte, si j'ose dire, sur la base d'un motif inconsistant. Là, il faut bien reconnaître quand même que la justification de l'idée de menace existentielle, elle peut être discutée. Elle peut être discutée dans la mesure, encore une fois, où il y a un discours agressif côté iranien qui s'inscrit dans une histoire, dans une continuité historique. Le problème, c'est qu'en face, on a aussi... à travers la figure de Benyamin Netanyahou, une figure politique israélienne qui mobilise cet argument de la menace existentielle depuis au minimum une quinzaine d'années. On a ces images célèbres de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies avec un schéma qui s'est avéré complètement fumeux sur l'imminence de la bombe nucléaire iranienne qui n'a toujours pas pris une seule... qui ne s'est jamais transformée en réalité. Donc si on devait tous les temps ou systématiquement s'en tenir à la parole d'un personnage qui s'est... qui est perçu par ses propres alliés comme un menteur pathologique, je vous renvoie là au discours ou qualificatif utilisé en off par Biden, Sarkozy, Obama et d'autres. Je veux dire que des... alliés inconditionnels d'Israël pour qualifier leur interlocuteur, Benyamin Netanyahou, c'est quand même léger et donc on ne peut pas mener une guerre sur la base de la perception de Benyamin Netanyahou qui plus est aujourd'hui reste poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au regard de l'action menée par son armée à Gaza. Alors le conflit s'est en tout cas invité au G7. Emmanuel Macron a tenu à promouvoir un changement de régime iranien, mais par le peuple iranien lui-même. On l'écoute. Je vais vous dire, je pense que tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même ou contre lui-même, se sont toujours trompés. Je pense que les peuples sont souverains, ils changent leurs dirigeants par eux-mêmes, et que tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques. Alors l'État d'Israël est ciblé, les États-Unis sont également ciblés. Cet échange, cette sortie plutôt a donné lieu à une passe d'armes avec Donald Trump, parti prématurément du sommet du G7, mais qui a réagi depuis son avion en appelant à la fin du conflit, en a profité quand même pour charger son homologue français.
Nous voulons mieux qu'un simple cessez-le-feu. Je n'ai pas dit que je voulais un cessez-le-feu, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Un mec sympa, mais il a tort la plupart du temps. Nous cherchons mieux qu'un cessez-le-feu. Gardez ça à l'esprit. L'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire. C'est très simple, il n'y a pas besoin de se creuser la tête. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Alors Bélir, on le voit que les dirigeants occidentaux en profitent pour régler leurs petits comptes. On sent qu'il n'y a pas un travail consensuel vers un apaisement de la situation, mais plus des intérêts personnels qui s'expriment. Moi, je trouve quand même que c'est plus univoque et c'est plus à l'unisson qu'à l'occasion de l'invasion de l'Irak en 2003, par exemple. Pourquoi je fais le parallèle ? Parce qu'il s'agissait déjà d'une guerre préventive et d'un crime d'agression à l'époque, et qu'il y avait toute une bataille autour du narratif et de la justification. Sauf qu'il y a une différence. À l'époque, la France était audible, parce qu'elle était cohérente avec elle-même, de son principe de base qui était que les preuves n'étaient pas tangibles, jusqu'à son attachement au respect du droit international. Autrement dit, qu'il n'y avait pas à l'époque de mandat onusien justifiant ou permettant donc une intervention anglo-américaine en Irak. Aujourd'hui, et je dirais ça s'inscrit dans je peux le dire maintenant, dans la tradition macronienne, il y a une telle incohérence qu'on est inaudible, avec aucun intérêt. Première prise d'opposition qui consiste à exprimer son soutien inconditionnel à Israël et son droit à l'exercice d'une légitime défense plus que discutable, en l'espèce. Et de l'autre, 2 jours à peine, ou 2-3 jours plus tard, une volonté de rappeler que précisément l'opération ne devait pas, malgré tout, aboutir à un changement de régime par la force, parce que précisément, on a bien vu ce que ça avait donné en Irak. Sauf qu'en Irak, on avait été cohérent. Aujourd'hui, on a dit une chose et quasiment son contraire. Résultat, on est inaudible auprès de personne. Et donc, on ressort affaibli et d'une certaine manière, même humilié à nouveau, tu me diras, par le président Trump qui plaisante autour de la personnalité et des déclarations du président Macron. Tout cela est plus que regrettable et sonne, de manière très cruelle par rapport aux images et à la voix qui résonne en nous lorsqu'on pense aux grandes crises du Moyen-Orient et au discours en particulier de Dominique de Villepin en 2003 qui a rappelé précisément combien le droit international oblige, non pas simplement parce qu'il s'agit de normes juridiques contraignantes, mais tout simplement parce qu'il s'agit derrière de valeurs, de morale et de cohérence politique. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois à dire des choses à leur contraire et à la fin à être inaudible, exactement comme l'après 7 octobre également, où on a changé de pied rapidement avec une tonalité contradictoire et inaudible. En tout cas, l'administration américaine a tenu à désamorcer en quelque sorte les rumeurs qui commençaient déjà à faire état d'une possible intervention américaine, des troupes américaines. C'est le vice-président américain J.D. Vance qui a déclaré sur son compte X avant cette émission que Donald Trump pourrait plutôt prendre des mesures supplémentaires contre le programme nucléaire iranien. Il y a une instrumentalisation quand même de ce programme nucléaire iranien. La CIA elle-même dit que l'Iran n'est pas encore sur la voie de l'arme nucléaire. Oui, d'autant plus que c'est Donald Trump qui s'est retiré de cet accord en 2018, dans le cadre de son premier mandat. Donc, les premiers à ne pas avoir joué le jeu, d'une certaine manière, ce sont les Américains. Les Européens étant restés dans le cadre de cet accord. Donc, encore une fois, la responsabilité ici, elle est plus que partagée. Une responsabilité première des États-Unis de Donald Trump qui se sont retirés d'un accord qui a été négocié notamment par la présidence ou par l'administration Obama. Et c'est presque de manière un peu intempestive, par réaction et par volonté de rompre avec finalement l'un des résultats diplomatiques et l'un des succès diplomatiques d'Obama que Trump
avait quitté et s'était retiré de cet accord. Il n'en tire aucune conséquence politique et il ne perçoit aucunement sa responsabilité dans le chaos actuel. Et au contraire, on a l'impression que, oui, il s'amuse de cette situation. C'est ce qui donne d'autant plus, ou ce qui nourrit d'autant plus l'état d'angoisse généralisé. On a l'impression de vivre un peu le film, ce classique que tout le monde connaît, Docteur Folamour, où finalement les grands dirigeants de ce monde jouent avec l'arme nucléaire, avec des grands mots, et tout cela se termine très très mal. Et c'est tout à fait possible dès lors qu'on a en tête les différentes figures qui dirigent ce monde. D'ailleurs, Donald Trump continue avec les déclarations belliqueuses. Il vient d'affirmer que l'Iran devait capituler à tout prix sans condition. Alors c'est l'agresseur qui est sommé de capituler. On est quand même dans une situation ubuesque. L'agressé, pardon, c'est l'agressé qui est sommé de capituler. Oui, mais en même temps, avec ce type de déclaration, il y a une forme de cohérence. Là, c'est une guerre d'agression qui vise à faire céder l'adversaire et à faire tomber le régime, tout simplement. Et on ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant. Le parallèle que je fais, moi, avec 2003, c'est que c'est une séquence actuelle qui fait ressurgir un discours des acteurs qu'on pensait avoir enterré, ou du moins apparemment, ceux qu'on appelle les néoconservateurs. Cette idée suivant laquelle on peut imposer la démocratie, ou du moins changer un régime politique par la force, avec ou contre la volonté de la population, et ici il ne s'agit certainement pas de relativiser, d'euphémiser la nature du régime des mollahs. On sait très bien ce que c'est, il est répressif, il contre même son peuple, mais cela concerne d'abord ce peuple, dont on espère qu'il aura la possibilité et la volonté de changer la donne interne. Il ne s'agit pas pour autant de bouleverser cette donne interne par une intervention militaire extérieure, parce que forcément, ça ouvre un champ des possibles qui rime le plus souvent avec le pire. Et tout simplement, cette séquence, moi, me rappelle parfaitement ce qu'on a vécu avec l'Irak, avec cette hystérie collective politico-médiatique qui est à l'unisson autour de la volonté de faire tomber un régime qui opprimait son peuple, qui était indéfendable, détestable, incontestablement, mais le moyen mobilisé, c'est-à-dire le recours à la force extérieure, donc une ingérence, ne peut pas être la solution politique. C'est pas possible. Donc en 2003, ça avait donné un chaos généralisé et in fine transformé l'Irak en espèce de hub du djihadisme international. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'objectif de guerre véritable, si ce n'est a priori neutraliser, faire tomber le régime. Mais avec quoi derrière, je ne sais pas a priori. J'espère juste que le peuple iranien, lui, manifestera d'une manière ou d'une autre sa volonté à lui. Alors, dans cette logique du pire, il y a aussi des craintes d'embrasement régional. Le Pakistan promet de soutenir l'Iran et appelle à l'unité du monde musulman face à Israël, qui est donc résolu à continuer cette opération militaire. Je rappelle quand même que le Pakistan dispose de plus d'une centaine d'ogives nucléaires. Cette dynamique est quand même inquiétante pour cette région. Alors, de la même manière que je m'inscris en faux par rapport au narratif dominant qui consiste à dire qu'on est dans une séquence de riposte contre riposte. Non, il y a eu agression et riposte, et donc depuis, on reste dans ce schéma-là. Mais effectivement, malgré tout, on est dans une escalade aussi, à la fois du point de vue des deux belligérants, mais avec un risque manifeste d'extension du conflit. Alors, tu cites la possibilité pour le Pakistan de venir en soutien de l'Iran en cas d'usage de l'arme nucléaire, alors tactique ou stratégique, bon, tout ça reste hypothétique côté israélien, ce qui serait de nature à nourrir une lecture un peu bloc contre bloc, l'Occident d'un côté, le monde islamique de l'autre. Sauf que précisément, cette guerre a fait la démonstration de la vacuité ou de l'inconsistance de ce schéma binaire au regard de l'implication directe de puissances arabo-musulmanes aux côtés des États-Unis en tant qu'alliés stratégiques, mais aussi en tant qu'alliés objectifs
d'Israël dans ce conflit, soit par leur passivité, soit par un soutien logistique, et même en autorisant la traversée de leur espace aérien. Je pense à la Jordanie notamment, voire de l'Arabie Saoudite, avec des modalités différentes. Mais quoi qu'il en soit, ce jeu complexe, aussi critiquable qu'il puisse être, déconstruit un peu cette lecture binaire, manichéenne, qui était en arrière-fond d'une lecture religieuse aussi de tout ce qui touche le Moyen-Orient. Encore une fois, il ne s'agit pas d'Arabes contre Juifs ou d'Arabo-musulmans contre Juifs ou de Perses musulmans contre Juifs israéliens. On est face à des monstres froids incarnés par des États qui ont des intérêts propres et qui essayent de mener un jeu de puissance qui favorise au mieux leurs intérêts. Par contre, là où on peut être critique, c'est que la lecture de ces intérêts peut être discutable, d'autant plus lorsque ce qui est défini comme un intérêt stratégique par les dirigeants non élus, je pense à l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou en Jordanie, lorsque cet intérêt stratégique est défini comme tel par ces dirigeants illégitimes du point de vue démocratique, se trouve en déconnexion avec la volonté populaire, avec la volonté de leur propre peuple, là, il y a matière politique à parler de démocratie, de l'enjeu de la démocratie au Moyen-Orient et ailleurs. Tu auras remarqué que cet enjeu n'est jamais mobilisé par les dirigeants occidentaux pour parler de la position de leurs alliés stratégiques qui sont par ailleurs des dictatures. Il y a en tout cas une fuite en avant qu'on peut constater. L'Iran, le Liban, la Syrie, le Yémen, les territoires occupés en Cisjordanie et à Gaza. Israël ne joue-t-il pas avec le feu? Est-ce qu'il ne joue pas un jeu dangereux en voulant en permanence jouer les gendarmes dans cette région, hors de tout cadre légal international d'ailleurs? Alors, clairement, le droit international n'est pas une variable qui pèse dans le comportement d'Israël depuis un certain nombre d'années. Je n'oserais pas dire depuis sa naissance, parce que, faut-il le rappeler, il y a quand même une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui a consacré l'existence de l'État israélien. Donc, mais ce qui est remarquable, effectivement, c'est cette impression d'hubris qui se dégage du comportement de ces dirigeants qui mènent des opérations militaires avec un sentiment de blanc-seing qui est matérialisé par la position diplomatique de ses alliés occidentaux, qui, effectivement, à aucun moment n'ont exprimé une quelconque limite, une quelconque velléité de sanctionner en cas de comportement qui franchirait une quelconque ligne rouge. Tout cela, on en est très très loin. Donc je ne vois pas ce qui pourrait arrêter précisément la manifestation de ce sentiment d'hubris, en particulier eu égard à la nature, à l'identité politique de ces gouvernants en Israël, qu'il s'agisse de Benyamin Netanyahou, dont la survie politique interne est calqué sur ces différentes aventures militaires. Alors aujourd'hui en Iran, peut-être il reviendra sur la Syrie plus tard, je ne sais pas, au Liban. Mais il faut bien comprendre que voilà, derrière cette apparence, ce sentiment de vivre un véritable western avec un shérif et des Indiens. Non, encore une fois, on ne comprend pas la cohérence d'ensemble des buts de guerre. Si, quand même, il y a quand même une volonté de redessiner l'ordre régional, d'imposer un leadership, de faire la démonstration d'une superpuissance régionale dont on imaginait l'hypothèse théorique et dont on constate la réalité pratique. Donc ça, quand même, ça compte. C'est comme la différence entre, tu sais, les démonstrations d'avions de chasse lors des... là, il y a le Salon du Bourget, par exemple, et puis... la guerre, c'est pas exactement la même chose. Quand tu fais la démonstration de tes capacités en temps de guerre réelle, c'est acté par tes adversaires ou ennemis stratégiques. Donc là, il y a un intérêt. Mais effectivement, d'un point de vue à long terme, ça ne répond en rien, d'une certaine manière, aux problématiques auxquelles le peuple israélien est confronté.
Parce qu'une fois que cette séquence belliqueuse sera terminée, une fois, aussi temporaire soit-il, ce temps de la guerre sera interrompu, il va falloir penser en termes politiques. Et lorsqu'on aura constaté qu'on n'aura pas avancé d'un iota dans la relation avec l'Iran et dans les rapports avec les Palestiniens, se posera la question de savoir tout ça pour ça. La Chine et la Russie ont dénoncé une agression illégale d'Israël et réclamé des sanctions. Est-ce que le soutien de la Chine, je parle du soutien de la Chine parce que Vladimir Poutine veut se poser en médiateur entre Israël et l'Iran, le soutien de la Chine à l'Iran peut-il donner une dimension mondiale à ce conflit ? Parce qu'on sait que la Chine et les États-Unis sont toujours en froid sur le plan commercial. Est-ce que ce terrain va être celui de leur affrontement militaire où tu n'y crois pas ? C'est pas du tout dans l'esprit ni dans l'histoire contemporaine de la Chine moderne, la République communiste, mis à part la guerre de Corée où les soldats chinois sont intervenus en masse et directement dans un conflit extérieur, mais vis-à-vis d'un allié idéologique, stratégique et dans la zone d'influence chinoise. Là, on est loin de l'espace chinois, même s'il y a un discours revendiquant un leadership international, mondial, pour 2050 notamment, lorsqu'on écoute Xi Jinping. Mais il ne se traduit pas par une volonté qui relèverait d'aventures militaires. La seule obsession chinoise, c'est de reconquérir Taïwan. Il ne va pas essayer de perdre en puissance militaire et en soft power dans un conflit qui est lointain et où ses intérêts stratégiques ne sont pas en jeu, si ce n'est que l'Iran est non seulement une puissance alliée, mais surtout une puissance qui lui permet de pouvoir accéder aux hydrocarbures, parce que la région est perçue à travers ce prisme par la Chine, essentiellement comme source d'hydrocarbures. Donc, tant que l'Iran peut faire fonctionner son industrie pétrolière, la Chine ne se sentira pas menacée ou ses intérêts comme menacés. Si carrément l'un de ses principaux fournisseurs est atteint dans sa capacité à lui fournir précisément ce pétrole, là on pourra peut-être basculer dans une tonalité différente contre les Chinois, mais jamais sous la forme d'une intervention militaire directe. Regarde comment la Chine, en dépit d'un certain nombre de signes diplomatiques forts à l'égard de la Russie, est restée malgré tout, matériellement parlant, militairement parlant, assez distante vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un aspect, celui de la propagation des éléments de langage de l'armée israélienne, notamment du côté des réactions des responsable politique français. On a entendu, on va l'entendre à nouveau, le député socialiste Jérôme Guedj, qui, j'ai envie de dire, une fois n'est pas coutume, se pose en défenseur d'Israël, ressort des éléments de langage tout droit sortis venus de Tel Aviv. On va écouter Jérôme Guedj. Ce qui est condamnable, c'est la volonté de l'Iran de se procurer l'arme nucléaire en disant concomitamment qu'elle en ferait usage contre l'État d'Israël, avec la volonté de le vitrifier, de constituer une menace pour plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient, je pense notamment aussi à l'Arabie Saoudite. C'est ça qui est condamnable. Après, il y a le droit international et il y a la manière avec laquelle cette menace est circonscrite et neutralisée. Israël a estimé, et d'ailleurs les chancelleries occidentales, à commencer par la France, a estimé que c'est une frappe préventive pour se prémunir de ce danger existentiel. Je crois que c'est le cas. Voilà. Réaction, Bélir ? Il ne se rend pas compte que, précisément, pour lui, le fait qu'il y ait une frappe préventive, c'est donc légitime. Alors que c'est l'inverse. S'il y a une frappe préventive, c'est précisément donc illégitime parce que illégal.
Et il pense que c'est légal, en fait. Je pensais qu'il était plus intelligent que ça, Jérôme Gage. Mais entre nous, c'est pas très important. Bon, il y a une forme de focalisation autour de sa personne. Moi, elle ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui est plus intéressant, c'est ce que tu as dit sur la diffusion de ces éléments de langage au-delà de telle ou telle personnalité. Là, c'est vraiment remarquable. J'ai une pensée pour personnes souffrant de pathologies complotistes qui doivent être complètement surmenées actuellement, parce que si elles recoupent un certain nombre d'images diffusées par les différentes chaînes d'information en continu, et des journaux TV, etc., on a les mêmes interventions avec les mêmes termes qui reviennent, et de manière assez transpartisane. Et qui ressemble étrangement à tout ce qu'on entendait aussi après le 7 octobre, et pour justifier les actes d'Israël. Là, alors, pour être tout à fait honnête, pour moi, c'est même au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté orwellien. Puisque, factuellement, il y a un acte d'agression de nature militaire de l'État d'Israël contre un État souverain qui est l'Iran. Et le discours dominant est celui de l'exercice de la légitime défense d'Israël à travers cette agression. C'est incompréhensible à la fois du point de vue de la légalité internationale, mais aussi de la rationalité première. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'être professeur de droit international pour comprendre qu'il y a un problème de cohérence intellectuelle. Je pense qu'on est beaucoup à avoir perçu cette incohérence et la difficulté à suivre ce type de raisonnement qui a été assumé par le président de la République, mais qui en fait est animé par une idée préalable qui, elle, n'est pas explicitée, alors que c'est le mot-clé ou l'idée clé. C'est le soutien inconditionnel d'Israël qui incarne dans cette région, finalement, cet allié stratégique qui nous représente d'une certaine manière, qui nous représente à la fois d'un point de vue civilisationnel et stratégique. Voilà. Si on admet ce prisme-là, je pense qu'on comprend mieux, finalement, ces discours qu'on ne saisit pas d'un point de vue strictement rationnel. On va entendre cette fois-ci une autre gauche, celle de LFI, notamment Mathilde Panot, qui évidemment ne déroge pas à la ligne plus critique envers Netanyahou et invoque le droit international. On l'écoute. Et je veux commencer par dire notre compassion à l'ensemble des victimes civiles touchées par ces bombardements, que ce soit en Iran ou en Israël. Je rappelle qu'en droit international, la guerre préventive n'existe pas, d'autant plus avec des motifs fallacieux, puisque même la CIA dit qu'il n'y a pas de militarisation du programme nucléaire iranien. Je vous renvoie à l'évaluation annuelle des menaces du renseignement américain de 2025, qui disait exactement « Nous continuons à considérer que l'Iran ne construit pas de bombes nucléaires ». Donc c'est la dernière évaluation qui le redit, et avec une escalade qui est d'abord le résultat de la dénonciation unilatérale des États-Unis de l'accord sur le nucléaire conclu avec l'Iran en 2018, qui le respectait scrupuleusement selon l'AIEA, mais aussi évidemment pour faire échouer de la part de Netanyahou les négociations qui devaient reprendre autour de la non-prolifération. Alors, Bélir, l'un des mots-clés de cette intervention, le droit international, à quand une traduction dans les faits? Est-ce que ce gouvernement Netanyahou va un jour répondre de ces guerres à répétition? Je le citais tout à l'heure, les différentes interventions de ces derniers mois. Est-ce qu'il faudra qu'il réponde aussi de ces frappes injustifiées sur le droit, en la lecture, quand on lit le droit international? Alors, ce qui pourrait relever de ce qu'on appelle le droit international pénal, c'est-à-dire le fait de commettre des crimes, ce sont des frappes qui visent les civils. Et là, au stade où on est du point de vue de cette guerre-là, des deux côtés, incontestablement, des civils sont victimes, voire ciblés. Des centaines de morts des deux côtés, oui. Voilà. Mais en plus, côté israélien, il y a un crime d'agression. Hein. Le fait d'attaquer en premier un État souverain relève de ce qu'on appelle une agression, qui est un crime international aussi. Et donc la responsabilité de l'État d'Israël est susceptible d'être engagée par l'Iran en particulier, même si dans un monde idéal, on aurait pu aussi
évoqué l'hypothèse la plus directe, hein, c'est la saisine de cette affaire par le Conseil de sécurité de l'ONU pour finalement d'abord appeler un cessez-le-feu, ensuite pourquoi pas sanctionner Israël. Mais comme tu connais la configuration qui est celle de ce Conseil de sécurité, caractérisée par le droit de veto de certaines puissances, dont la Russie, qui neutralise toute décision sur la guerre en Ukraine, et les États-Unis, qui neutralisent toute décision et donc toute sanction même contre Israël, eu égard à son comportement vis-à-vis des Palestiniens, des Iraniens, etc. Donc le système onusien, lui, est paralysé. Par contre, tout ce qui est diplomatique et politique, par contre, il y a la voie judiciaire. On peut imaginer que la CIJ, la Cour internationale de justice, soit saisie suite à l'agression dont l'Iran a fait l'objet de la part d'Israël. Donc il y a un nouveau dossier qui pourrait prendre forme assez rapidement, effectivement. Est-ce que paradoxalement, cette attaque, cette agression israélienne sur l'Iran peut provoquer un rassemblement des pays arabes? Je parlais du Pakistan tout à l'heure. Est-ce qui n'est pas arabe. Qui ne l'est pas, mais des pays musulmans, je voulais dire, autour de l'Iran, et conduire à une union sacrée dans cette zone? Non, l'Iran divise aussi côté communauté musulmane, au sens de communauté des États musulmans, notamment parce que d'abord, il incarne la révolution islamique chiite, et qu'il y a également, depuis cette révolution de 79, des velléités d'exporter cette révolution, une velléité qui a été source de déstabilisation d'un certain nombre de pays musulmans, très tôt, dès le début des années 80, y compris dans tout l'ensemble du monde arabo-musulman. Et donc, il y a dans la mémoire collective, étatique et sociétale ou sociale, une perception vraiment, ambivalente vis-à-vis de l'Iran, qui est perçue à la fois comme une source d'instabilité, de déstabilisation, alors tout particulièrement pour des pays ou des sociétés voisines, enfin voisins en l'espèce, mais je pense aux sociétés voisines, au Liban notamment, où l'Iran est perçu à juste titre comme le parrain du Hezbollah, et que le Hezbollah, comme l'Iran, en conséquence, ont joué un jeu particulièrement déstabilisant, à la fois pour l'ordre interne libanais, mais aussi à l'échelle régionale. Et donc, voilà, ça explique notamment la perception de l'Iran dans un certain nombre de sociétés arabes. Et puis, il y a cette identité religieuse qui n'est pas le prisme premier, mais qui est important quand même, et qui explique notamment que du côté des monarchies du Golfe, il y a cette crainte de voir un leadership chiite s'imposer à eux, alors qu'ils sont censés incarner finalement le leadership sunnite dans le monde arabo-musulman. Bref, il y a toutes ces grilles de lecture, alors qu'il ne faut jamais prendre seul, qu'il faut conjuguer, ça rend les choses d'autant plus complexes. Il n'y a qu'à reprendre ce que je viens de dire en disant que, pour autant, on voit bien que la relation, par exemple, entre l'Arabie saoudite et l'Iran est beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu voulu comprendre depuis la fin de leur rupture diplomatique et un certain nombre de signaux de rapprochement, mais qui n'ont pas suffi, notamment aujourd'hui, à ce que l'Arabie saoudite vienne en aide d'une manière ou d'une autre à l'Iran, loin s'en faut, mais qui en même temps a manifesté finalement son rejet, voire exprimer sa condamnation individuelle ou collective avec d'autres puissances arabes de la région vis-à-vis d'Israël. Donc voilà, il y a un jeu complexe. Et je pense que seul le temps pourra dénouer un peu espèce de confusion généralisée et de brouillard généralisé dans cette région, notamment à cause du comportement d'un président Trump qui joue, lui, pour le coup, avec le feu. Je pense qu'il est tenté par la guerre, mais qu'en même temps, il a quand même
ce sens des affaires avant tout. Le sens des affaires, et puis quand même, il y a les midterms aux États-Unis, ça va vite. Hein, c'est un peu plus d'1 an, et avec une identité politique à assumer. Hein, il s'est toujours présenté comme un homme de paix, au sens de je cherche à faire du business, pas à exporter des conflits ou à créer des conflits. Même si on l'a vu très belliqueux sur Gaza, avec des propos quand même assez très agressifs. Oui, mais sans engagement de troupes américaines. Oui. Encore que il y a des mercenaires américains désormais sur le territoire de Gaza pour mener à bien, entre guillemets, l'opération humanitaire, qui est en vérité une opération militaire. Mais à part ça, oui, je pense qu'il n'a toujours pas franchi le Rubicon qui consisterait à rompre le pacte avec ses électeurs qui, pour le coup, eux, restent attachés à la volonté de rester en dehors des affaires du monde dans leur dimension militaire. Donc voilà, est-ce qu'il va basculer? C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Et on continue, donc on continuera de se poser cette question et de suivre l'évolution de la situation entre Israël et l'Iran. Merci beaucoup, Bélir, pour ces analyses. Et merci à vous d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7 et le mediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous avez regardé sur YouTube. Et n'oubliez pas, face aux 150 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterin pour installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance riposte, une contre-offensive citoyenne pour développer notre chaîne d'infos populaires et indépendantes sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Soutenez donc cette campagne en allant sur le site internet campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias et bonne suite des programmes.